en direct avec le sénateur François Calvet, avec ce qui reste encore pour peu de temps sa permanence. Et lui n'est plus sénateur, donc on s'était dit, vu qu'on connaît bien François, on va aller le voir pour parler politique. Il sera peut-être plus détendu, il pourra peut-être balancer des trucs, des machins. Donc François, on voit que sur ton nez, tu es un peu blessé. Alors, donc tu as arrêté la politique pour faire du catch de rue à Barcelone. Pas tout à fait. J'étais parti avec mon épouse 3 jours à Barcelone pour visiter. Bon, j'ai l'idée peut-être d'avoir quelque chose à Barcelone, enfin un petit pied-à-terre. Mmh. Et alors on est visité des quartiers, et malheureusement dans le Raval, qui est dans le ex-Barriocino, voilà, on a été agressé par un jeune homme de 25 à 30 ans, d'une force terrible, avec des yeux exorbités, qui nous a sauté dessus, et notamment sur le sac de mon épouse. Et donc j'ai voulu protéger mon épouse, et donc moi j'ai été envoyé valdinguer par terre, avec mon... Voilà, pourtant je ne suis pas mince, mais bon, voilà. Et donc j'en garde quelques séquelles qui vont disparaître. Mais bon, voilà, mais ça m'a marqué dès que je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, une fois que ça c'est liquidé, si j'ose dire, on va parler, donc tu étais sénateur LR jusqu'à peu. Alors, qui c'est qui t'a succédé, pas remplacé parce que... Alors, Jean Sol, lui, a été réélu. Il avait été élu avec moi, puisque moi j'avais été élu au premier tour la fois dernière. Et Jean Sol, du coup, avait été élu. Et donc là, il a été réélu. Et c'est Lauriane Josande qui était ma suppléante. Mmh. Est-ce qu'elle est maire du Soleil ou c'est où Non. La maire du Soleil, c'est Armelle Revel-Fourcade. Qui m'a succédé en 2017 quand le cumul des mandats a été interdit. Et maintenant, Lauriane Josande qui a pris ma suite, enfin, qui a gagné l'élection. Oui. Parce qu'elle n'a pas pris ma suite comme ça. Là, elle a gagné l'élection. Et donc, moi, je suis très heureux parce que bon, c'est une fille d'une très grande qualité, docteur en droit et dont ancienne avocate, et qui a occupé un certain nombre de postes administratifs importants dans notre département, que ce soit au niveau de l'association des maires, que ce soit au niveau du CIDETOM, que ce soit au niveau du cabinet de la communauté urbaine. Donc elle a une expérience, et de par aussi ses origines familiales, puisque sa maman a été maire d'Angoustrine Villeneuve pendant plus d'un quart de siècle, et le binôme d'ailleurs de Jean Castex aux élections du conseil départemental précédentes. Voilà. Donc, alors moi j'avais tendance à dire, comme de jeune, que le Sénat ne servait à rien, et puis les Sénats nous a sauvés de lois et de pas mal de choses. Et puis le Sénat fait un gros travail de rapport qu'il est très intéressant de lire. Moi qui suis insomniaque, ça tombe bien, c'est le bon moment pour lire les rapports des Sénats. Alors, le Sénat, c'est toujours un enjeu. Il y a un très bon livre de Suzette Bloch qui s'appelle La bataille du Sénat, que je recommande. Suzette qui est une amie, elle est en Amérique du Sud. Mais, alors, ça sert à quoi le Sénat, tant qu'on y est là? D'abord, le Sénat est le représentant des territoires. Ça veut dire que nous sommes très directement en connexion avec les élus locaux, et donc nous avons des remontées très importantes et une vision très juste de ce qui se passe sur chacun des territoires. Et chaque sénateur a son originalité, parce qu'il représente un bout de notre pays. Nous ne représentons pas la nation, mais c'est les députés qui représentent la nation. Dans un pays centralisé, voilà. Le Sénat est très important. Voilà, et donc il donne une image très fine, à la fois des terroirs, à la fois de ce qui se passe de façon très différente
d'un bout à l'autre de notre pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sur le plan institutionnel. Nous sommes une chambre de gens d'expérience qui ont pratiqué la politique bien souvent assez longtemps, même si alors, maintenant... politique, il va falloir, entre guillemets, se mettre d'accord sur ce mot, parce que politique, ça ne veut pas dire que tu as eu le temps de mettre de l'argent de côté au prétexte de ton mandat. C'est-à-dire que... Je l'entendais dans le sens de la gestion communale, voilà. de la gestion de tout ce qui se passe sur un territoire, et donc des organismes, que ce soit intercommunaux ou autres. Donc c'est cette expérience-là. C'est un rapport entre la finesse du rapport à l'humain et la complexité bien sûr. Des fonctionnements multiples, ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Oui, je n'ai rien ajouté à cette belle définition, je n'aurais pas su trouver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette expérience-là, on la met au service législatif, par exemple, parce que nous voyons très bien les textes arriver d'une assemblée. Oui, il y a des emballements, il faut... pour une attaque, si je veux dire, on fait telle loi. Je dirais qui est assez disloqué. Oui. Ce n'est pas l'assemblée d'avant. Et donc, nous sommes là pour, finalement, étudier les textes de façon beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, nous les étudions, et tu as cité tout à l'heure les rapports, tous les rapports du Sénat sont faits avec l'ensemble des groupes. Il y a toujours un sénateur de droite ou de gauche qui soit présent dans le rapport, et il y a donc un certain œcuménisme dans le travail, voilà, dans le travail de fond. Et curieusement, moi qui ai été député 3 fois et sénateur 2 fois, mais je trouve qu'au Sénat, il y a un travail de fond qui, en étudiant les mêmes textes, on dirait qu'on a plus de temps. Parce que, mais vous avez le même texte, mais vous avez une expérience qui vous donne un autre regard. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Voilà, et je trouve que c'est ce qu'on apporte de bon sens et en tout cas donne l'impression que le Sénat protège plus les gens. Sur la loi des retraites, c'est l'impression que ça a donné. Tout d'un coup, vous avez été un rempart et enfin, moi je le savais parce que bon, j'ai fait du droit constitutionnel, mais et d'ailleurs tous les Français devraient en faire parce qu'ils comprendraient mieux la démocratie dite représentative dans laquelle on vit, parce qu'elle l'est de moins en moins. Il y a un manque de formation et des nouveaux élus et des électeurs aussi. Donc dans le doute, ils vont plus voter, tu vois. C'est vrai qu'il y a une absence totale de connaissance des institutions qui n'était, enfin qui était en tout cas bien moindre quand j'ai commencé ma carrière politique. Les gens savaient un peu à quoi servait ou un député ou un sénateur, un conseil régional, mais la multiplication peut-être des organismes de ce millefeuille fait que les gens ne savent pas. Alors ils s'en réfèrent au maire, qui souvent n'a plus aucune compétence parce que c'est l'intercommunalité qui a pris le pas, et finalement c'est le seul. Finalement c'est le seul qui est. Et puis il est porté-gifle, le maire, comme on dit maintenant. Alors maintenant ça devient, c'est ce qui était une métaphore est devenu aussi, parce que. Tout à fait. Pas besoin d'aller à Barcelone pour rencontrer de la violence. Voilà. Et ça, c'est vrai que, bon, donc il faut, à mon avis, d'abord, repenser un peu les institutions et les pouvoirs qui sont donnés et peut-être décentraliser véritablement un certain nombre de pouvoirs. La loi de fer, pour toi, c'était pas vraiment de la décentralisation, puisque ça a commencé là. C'est vrai que la loi de fer avait apporté beaucoup, mais on est resté sur notre fait. Parce que chaque fois. Qu'est-ce qui manquait justement à la loi de fer? Il manque que véritablement, quand on transfère un pouvoir, on le transfère vraiment. On a transféré le pouvoir. En fait, c'est laisse pour les chiens qui s'étendent, mais pour le chien, il y a encore la laisse. Il y a encore la laisse. Voilà. Et c'est une image
très parfaite de la chose, on s'aperçoit que en fait l'État ne lâche rien. Au bout, il revient sur ce qui paraît quelque chose d'extraordinaire, que ce soit la 3D récente, la loi de décentralisation récente. On pense qu'il y a des avancées, et puis au bout, eh bien, d'une façon ou d'une autre, l'État intervient quand même. Il faut que les matières soient précisées de façon nette et claire. Quand on décentralise, on décentralise. Quand on pouvoir régalien qui reste à l'État, c'est le pouvoir régalien. Et moi, je crois que, voilà. Et ça, les Français, il faut qu'ils le comprennent, parce qu'effectivement, quand on voit le Covid, on se dit, ah oui, heureusement qu'il y a l'État. Évidemment, parce que les autres institutions... Oui, sauf que dans l'intervalle, les régions ont été plus réactives que l'État. Voilà. Donc, où on décentralise ou on ne décentralise pas, mais quand c'est décentralisé, la compétence dans son intégralité doit être de l'institution à laquelle on l'a confiée, c'est-à-dire la région ou le département ou la commune. Mais il faut que ça soit clair et net. Et tant qu'on vivra dans ces ambiguïtés, on crée des problèmes, et donc les gens ne s'y retrouvent pas. Et les gens disent, bon, mais ça sert à quoi? J'essaye là, on me dit, j'ai pas de réponse. Et donc, finalement, toutes ces institutions, ça sert à rien. Et ça ne nous aide pas. Et ça ne règle pas nos problèmes quotidiens d'abord, et ensuite au niveau de la recherche, au niveau de l'emploi, au niveau etc. Bon. Alors on avait mis les formations au niveau de la région, l'État a voulu reprendre la formation professionnelle. Ouais, parce qu'il veut donner l'impression qu'il fait des trucs aussi, il faut, oui, non, mais... se mettre à sa place. Non, moi je pense que quelqu'un qui ferait vraiment la décentralisation, Raffarin avait essayé en 2004, mais ça n'a pas été au bout. Mais c'est quelqu'un qui avait cette Premier ministre de Jacques Chirac à l'époque, parce que moi j'ai ça en tête, mais il faut encadrer dans l'esprit des gens. Alors oui, mais l'État jacobin a fait sienne la phrase du cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Donc il y a ce concept de compétence qu'on confie, mais qu'on ne finance pas, ou qu'on finance, il manque toujours un chouille pour que... Bien sûr, alors on revient en arrière surtout, bon, là par exemple on a les SCOT, on a les PLU ou les pluies dans l'intercommunalité. Ça c'est pour l'urbanisme. Pour l'urbanisme par exemple, donc au bout finalement avec la loi ZAN, hop, on efface tout. D'accord. Les zones à artificialisation, bon, on efface tout. D'accord. Donc il y a un vrai problème de démocratie dans notre pays. Oui, parce qu'à la fin, c'est ça. Parce qu'à la fin, c'est la démocratie. On va élire des gens à qui on coupe les ailes. Donc, ces oiseaux à qui on a coupé les ailes, ils ne peuvent pas on n'est plus souverain. Mais oui. Déjà en tant que pays, la France... On ne fait plus confiance à la personne, on ne fait plus confiance à l'initiative personnelle, à la responsabilité personnelle. Et je crois vraiment que c'est un très très mauvais signal qu'on envoie pour les générations futures. Alors justement, quel est le poids des sénateurs face à l'État et au gouvernement? Au moins, vous êtes amené à les rencontrer pour leur dire, là si vous allez là, on va dans le mur par exemple. Et est-ce qu'ils vous écoutent ou est-ce qu'ils vous snobent en général? Bon, après, il y a des années de différence quoi, des gouvernements. Au début, en tout cas, le président Macron a pensé qu'on ne servait à rien. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis au fil des années, et maintenant en particulier, il s'aperçoit que le Sénat, les apports du Sénat, qui sont des apports de bon sens, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement sont très valables pour confectionner une loi qui tienne la route. On va le voir sur l'immigration, on va le voir sur un certain nombre d'autres sujets, je l'espère. Mais le Sénat est cette chambre modératrice
qui en même temps est très très attaché au respect des droits humains et au respect de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà. Et nous y sommes très attachés et nous la rappelons souvent d'ailleurs, que ce soit... celle de 48 ou celle de la Révolution française? De la Révolution française. Voilà. Non, parce que c'est pas le même... Je sais bien. Parce qu'il y a droit et devoir, déjà, dans la française. Parce que les gens ne savent pas. Oui. Celle de 48, c'est open bar, comme on dit. C'est open bar, c'est très différent. Mais voilà, et tous les rapports aussi que nous faisons sont des rapports qui préparent normalement des textes à en devenir, parce qu'il y a des situations que l'on rencontre sur le territoire, sur le terrain, qui intéressent les gens. Au contraire de ce qui se passe souvent à l'Assemblée, bon, on a des punaises au lit, on va faire une loi, bon, c'est du spectacle, mais c'est pas du fond. Oui. Enfin, les gens... Oui, mais quand même, c'est grave. Non, mais enfin, oui, non, mais les gens dans tous les pays, ils rigolent. Moi, je ne peux plus aller justement en Espagne ou ailleurs. Comme ils me disent, mais enfin, vous agitez dans un bocal avec des punaises, ça ne se règle pas par une loi, ça se règle par un traitement. Il y a eu avant, on a eu des épisodes comme ça, sauf qu'effectivement, c'était la préfecture qui, dans le pire des cas, mettait en place sur place. Moi, j'ai eu des fourmis, je ne sais plus quoi, volantes à une époque au soleil. J'ai fait venir un chasseur. Enfin, une entreprise d'hygiène. Pour le rat, et voilà, les cafards, etc. Ils ont traité ça et ça a été fini. Bon, voilà. Alors, il y a aussi le problème, on arrive à... Toi et moi, on a vécu un certain temps dans ce pays pour savoir l'avoir vu évoluer. Il y a une époque où on ne tendait pas le micro à n'importe qui aussi. Si tu tends ton micro à des imbéciles, ils vont te parler de ce qui les gratte. Les médias ont joué à un moment donné... C'est sûr que, les journaux d'information, que ce soit BFM TV, l'info continue. Voilà, ça, au niveau national, on nous répète 500 fois la même chose, donc forcément il y a quelque chose, c'est grave, c'est la même image. C'est extraordinaire parce que les gens ne voient pas qu'ils voient la même image. C'est terrible quand on parle de ça. Voilà, première chose. Deuxième chose, il y a les réseaux sociaux. Ouais, alors là, c'est déjà que c'était la merde, mais alors rajoutez à ça... Alors là, les types peuvent dire n'importe quoi, mais n'importe quoi. Oui. Ça passe, plus c'est gros, plus ça passe d'ailleurs. Donc, moi je pense que, sans vouloir, parce qu'il faut trouver le point d'équilibre entre la liberté des gens et la bonne l'information auquel tout citoyen a droit de façon démocratique. Ça dépend de l'enseignement des citoyens aussi. Mais moi je pense que ça dépend aussi beaucoup de la façon dont on instruit, entre guillemets, le citoyen par rapport à tout ce nouveau monde qui est né. Le fait que quand tu as été à l'école, ce que tu as appris, et moi, plus tard, ce que j'ai appris, nous a formés, mais maintenant, quelqu'un qui va à l'école n'a pas... On a une colonne, comme on dit, une colonne vertébrale, bon, elle est ce qu'elle est, mais quand même, il y a quelque chose où on distingue quand même un certain nombre de choses, et on nous a instruits dans ce sens. Aujourd'hui, tout ça est d'une pauvreté tellement... Et puis, à la maison, quand tu retournais à la maison, il était toujours chez moi, question de culture, chez toi j'imagine aussi, parce que voilà, maintenant, c'est peut-être pas évident au prorata des familles. Ce qui choque beaucoup, moi je faisais le tour des maisons chaque année au soleil, bon, il y a à peu près 3000 logements, 3300 logements, je me souviens des dernières fois. Ce qui était vraiment choquant, c'est que j'arrivais dans des maisons
où il y avait peu de meubles, pas de livres et une grande télé. Voilà. Et après, c'est tout. Voilà. Et un téléphone, là. Oui, évidemment, le dernier. Voilà. Et donc, voilà. Et c'était ça. Alors qu'avant, au début de ma carrière, je rentrais déjà à une bibliothèque. Oui, il se mettait en scène face à la bibliothèque. Quoi. Il y avait des choses, voilà. Et là, je n'ai plus trouvé ça. Une bibliothèque dans laquelle il y avait une photo de Gaulle, de tout ce qu'il voulait, mais il y avait... Bon. Et là, tout ça a disparu au profit Mais ça, c'est un outil, c'est ce qu'on en fait. On peut faire une interview de François Calvet où on peut regarder du porno. Moi, j'ai fait un choix, je fais ton interview. Non, mais voilà, et donc là, il n'y a plus de moment. Alors, tout ça, quand même, ça éloigne les gens du collectif. C'est-à-dire que le téléphone, et je le vois bien avec les petits-enfants, chacun est dans son univers. Voilà, dans son univers, hein, voilà, et dans son couloir, et n'en sort pas. Et souvent, je leur parle, ils ne m'entendent pas. Enfin, pourtant, à leur âge, ils ne sont pas souvent. Et donc, je me dis, voilà, on fabrique des trucs un peu spéciaux. Hein, il va y avoir des répercussions. Il y aura des répercussions. Et donc, alors, est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Non, je pense qu'à un moment donné... Non, des fois, je me dis, tu peux, bon, j'ai 70 balais, je me dis, bon, tu ne comprends rien. C'est possible, mais... Non, c'est pas une question d'âge. Mais je vois que tout ça conduit quand même à un certain... Au contraire, alors, dans ces téléphones, on y trouve le monde entier, et eux, ils sont de plus en plus isolés. Il y a quand même un paradoxe qui est très très fort et qui devrait nous amener à quand même une réflexion un peu plus profonde sur ce que sont les valeurs que nous devons véhiculer, ce que sont les... Voilà, alors je ne dis pas que tout le monde est les mêmes, tout le monde... mais il y a un éventail dans lequel on doit trouver sa place et ça, on ne l'enseigne plus. Et c'est de plus en plus... Non, mais déjà, c'est une époque où je crois que c'est une histoire d'infantilisation de la majorité pour pouvoir mieux les manipuler, Dieu merci. Et on n'explique pas le côté cause-conséquence. On revient à tout à l'heure où tu parlais de la déclaration des droits de l'homme et je t'ai dit celle de 48 ou la française. Et tu lui as dit non, la française, parce que c'est droits et devoirs du citoyen. Bien sûr. Et on a des droits parce qu'on a des devoirs, parce qu'il y a un contrat social, comme disait Rousseau. Autant je ne suis pas rousseauiste, mais le contrat social de Rousseau, quand même, ça a forgé la société française. Et les gens ne comprennent pas qu'ils obtiennent des choses parce qu'en échange, etc. Donc il y a un débat à avoir à nouveau en France sur le contrat social a été déconstruit, celui d'après-guerre, du CNR par exemple, et pas que, gaulo-communiste si on veut aller vite. Donc, ok, et il y a des conséquences, c'est que ça sème le désordre et du mal-vivre, tout simplement. Bien sûr. Donc, il faut reproposer et redébattre, pas comme Macron des trucs machin, mais d'un nouveau contrat social révisé par rapport à la réalité actuelle. Enfin, moi, il y a un travail à la base qui doit être fait entre les enseignants sûrement, mais les enseignants, ils sont faits pour instruire, ils ne sont pas faits pour faire de l'éducation. L'éducation, ça devrait être des parents. Oui, voilà, parce qu'il faut éduquer et instruire, c'est pas le même métier. Je pense que dans les mairies, nous avons un nouveau rôle qui doit être mis en avant. C'est justement c'est l'éducation et privilégier à la fois. Parce qu'on est auprès, en fait. Bien sûr. On a des centres aérés, on a tout un tas de la crèche à un certain âge. C'est là que se forgent les choses. Et moi, j'avais compris un peu ça au Soleil, mais encore faut-il aller plus loin. Pour que je pense que les mairies sont les mieux placées
pour rassembler les gens et expliquer quartier par quartier, faire des réunions sur l'éducation, sur ce que sont les valeurs, où on va, où on vient, pourquoi les gens peuvent bénéficier de telles choses. C'est peut-être parce que d'autres, ou les mêmes, font un effort pour apporter un enrichissement à la société, etc., etc., pour expliquer tout ça. Parce qu'il faut l'expliquer à la base, parce que les gens qui, personne ne leur dit rien, ils vivent comme on dit, isolés, ils pensent que la télé-réalité, c'est la réalité, et la télé-réalité, c'est pas la télé. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Tout le monde n'a pas de piscine. Je pense qu'il y a quelque chose que nos intellectuels, d'ailleurs, devraient... Alors, nos intellectuels, par exemple, enfin, moi, je vois, par exemple, Onfray, oui. Mais d'autres, je sais pas. Oui, voilà. Onfray, par exemple. Onfray, oui, c'est parce que plus il vieillit, plus il témoigne de cette réflexion sur... avant, c'était comme ça, et si c'était comme ça, il y avait un ordre, il y avait un cosmos, comme on dit en grec, et que respecter ce cosmos, finalement, ça rend toujours service. Si on parle de métaphysique un peu. Donc, et c'est parce qu'il y a des gens, en fait, le moment où toi et moi, on est né, l'espace entre toi et moi, c'est 20 ans. Mais on participe de la même société par rapport à l'éducation. Ce qui fait qu'on se comprend toujours et on a le même vécu à 20 ans de distance, si j'ose dire. Mais à un moment donné, la société libérale, c'est une société capitaliste qui a dit que tout était part de marché finalement, même l'humain. Et donc ça a eu un impact. Bien sûr que ça a eu... Pourtant, toi, tu es de droite, tu n'as rien contre le marché. Moi qui suis un bolchevique, je suis entièrement contre, la propriété c'est le vol, disait Proudhon. Mais toi, tu dis non quand même, un peu de marché, c'est pas grave. Mais là, on est allé trop loin peut-être. Entre poquimas, comme on dit en catalan. On est allé trop loin, mais c'est surtout, à mon sens, qu'on a oublié complètement ce qui est l'humain. Voilà. Alors, et moi, c'est quoi l'humain? L'humain, c'est, tu vois, moi je crois que chaque personne, et plus j'avance en âge, plus j'en suis persuadé, je pense que chaque personne naît avec une pépite. Seulement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qui se passait avant. Tu fais référence avec la parabole des talents, peut-être. Avant, on faisait très attention aux autres. Et les gens prenaient le temps de découvrir l'autre. Moi, je me souviens beaucoup de rendez-vous que j'ai eu à la mairie en particulier. J'ai pris le temps de parler avec les gens, j'ai pris le temps de voir ce qui les intéressait et de chercher ce talent-là, ou cette pépite qui était en eux, parce que tout le monde en a une. Moi, je crois que tout le monde a un talent. Et je pense qu'on ne fait pas cet effort de regard sur les autres, de s'intéresser aux autres. On vit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un couloir. Et voilà, moi je veux réussir, je réussis, je m'en fous, il n'y a pas de problème. Et tant qu'on ne regarde pas ça comme une réussite collective, notre réussite individuelle, elle doit passer par une réussite collective. Et quand on réussit collectivement, tout le monde avance. Et là, il y en a qui avancent parce qu'ils ont des moyens, ou un circuit, ou une intelligence propre, etc. Mais on ne s'intéresse pas à la majorité des gens. Et la démocratie, elle doit d'abord commencer par s'intéresser aux autres et s'intéresser à la majorité des gens. C'est ça qu'il faut faire avancer. Une société qui n'avance que d'un côté et de l'autre individuellement, elle est vouée à l'échec. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très bien ressenti dans tous mes mandats, mais en particulier dans mon mandat municipal pendant les 25 ans. Oui, parce que ça a été bien au soleil. Voilà. Ça, je l'ai toujours, je l'ai toujours gardé à moi, mais je n'ai pas pu le faire prospérer comme j'aurais voulu. Parce que
la force de ces médias qui nous individualisent, qui ne parlent que des choses catastrophiques, etc., fait que, bien sûr, si tu crées un journal en disant ben, on s'occupe de lui, là il a fait une formation, on a réussi à l'amener à avoir le diplôme, de là il a trouvé un travail, il a pu se créer son foyer, il a pu créer, etc., ou pas, enfin, peu importe, mais il a fait ça, il a tracé une ligne de vie, on ne les aide pas. On ne les aide pas. On ne les aide pas. En local, c'est pareil, parce que là, on peut parler du national, mais on a un problème avec les médias locaux. Enfin, moi, je dis ça parce que, au-delà de mon métier, les médias locaux s'intéressent moins. J'ai connu un indépendant qui était comme ça, et puis maintenant, l'indépendant est totalement différemment de celui que j'ai connu quand je suis arrivé il y a 20 ans. Oui, mais parce qu'avant, on avait, bon, il en reste quelques-uns, mais très peu, et parce qu'on avait une relation de proximité avec l'indépendant qu'on a perdue, comme beaucoup de choses. Tout est parti, l'un à Marseille, l'autre à Montpellier, l'autre là où il y a les centres de vie, disons, importants, mais bon, on a beau avoir des téléphones... qui dirige l'indépendant ici, par exemple. Voilà, bon. Mais là, comment avoir une vraie relation? Nous, on avait des journalistes qui connaissaient l'histoire. Oui. Bon, là, il en reste. Il en reste, je pense à Thierry Grillet. Oui, ils ont fait même des livres. Et même Corinne Saboureau, elle connaît mon histoire. Oui. C'est elle qui a fait mon premier article dans le journal. Et elle a suivi toute mon histoire et politique. Julien Marion, mais qui maintenant est à Narbonne. Julien est à Narbonne, oui. Bon, voilà, il y avait Joël Mété. Oui, Joël. Joël Mété était quelqu'un qui n'écrivait pas une... Si tu viens de la communiste, ça va un peu loin, je trouve. Non, moi j'ai eu affaire à lui, et c'était sérieux, et il connaissait l'histoire. Mais là, souvent, le journaliste, je le vois, parce que je suis un lecteur assidu de l'Indépendant, dès 6h30, voilà, depuis toujours. Bon. Comme Hugo, tu te lèves tôt le matin. Voilà. Mais si tu veux, le problème, c'est que je vois bien dans l'article que la personne ne sait pas l'histoire, elle ne connaît pas l'histoire. François Calvé, le tennisman. Voilà, non mais oui, mais c'est parfois un peu ça. Et donc c'est un peu dommage parce que... Mais maintenant, bon, je sais pas, on vit dans une espèce de télé-réalité, comme je disais tout à l'heure, on vit des choses où dans le département, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de débats sur les enjeux. Enfin, moi, je me rappelle d'un débat qu'on avait fait avec Henri Sicre, au prétexte d'un livre de Olivier Roucan. C'était à la librairie Torquatis. Et moi, j'avais trouvé ça intéressant que, d'un côté, j'avais un homme de droite, de l'autre, j'avais un homme de gauche. Oui, c'était un socialiste qui avait encore des sensibilités sociales. Et on avait débattu sur le transport notamment. Et déjà sur, Pour qu'on ait un débat sur les enjeux, il faut qu'il y ait des ambitions. Et il faut qu'il y ait une vision de territoire. Or, aujourd'hui, elle n'y est pas. Voilà. D'accord. Elle n'y est nulle part. Mais tu es encore dans un parti, tu es LR, si. Oui, mais Est-ce que tu as des gens, par exemple, qui sont là, qui, par exemple, vont aux prochaines municipales, vont vouloir partir, pareil pour les... Est-ce qu'ils déjà, ils viennent te voir comme moi, François, est-ce que tu pourras me donner des conseils? Déjà, tu vois. Je ne sais pas si, jusqu'à maintenant, de temps en temps, il y en a un qui venait me voir, mais est-ce qu'ils viendront maintenant? Je ne sais pas. Est-ce que Jean Castex vient encore te voir? Non, je plaisante. Non, Jean Castex. Parce que je l'ai connu grâce à toi, au Soleil, donc c'est pour ça que Jean Castex n'a pas besoin de moi. Oui, je le doute bien. Vraiment. Mais bon, mais oui, tout à fait. Mais bon, mais lui, il est plus humble et modeste que beaucoup d'autres qui... Oui, quand il finit d'être Premier ministre, il va reprendre ses mollets, comme je disais lui. Oui, mais écoute, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Moi, vraiment, Voilà. Non, oui, non, mais est-ce que dans son parti, la jeunesse qui a des envies de mandat vient de demander, parce que tu connais un peu le sujet? Mais non, mais parce que très souvent, ils savent tout. Ah, bah ça va alors. Tu vas pas les déranger. Je ne vais pas les déranger puisqu'ils savent tout. Donc voilà.
très souvent, ils savent tout. Donc ça, là, c'est... Ils ont un smartphone, pourquoi ils ne regardent pas? Je te cache pas que j'ai Armel Fourcade qui m'appelle pour dire, bon, qu'est-ce que tu en penses, ça ou là. Oui, mais là, il y a des rapports de proximité, d'amitié, parce que ce soit l'ODA ou que ce soit... Voilà, il y a des gens qui oui, mais échangent. Stéphane, il a mon âge, si tu veux. Donc, ce sont des gens qui échangent. Mais après, après, les gens, ils croient qu'ils savent tout, donc c'est pas... Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, alors, mais l'idée, moi j'aimerais bien, enfin, cet entretien, j'ai vu Henri Citre cet été, qui est des débats publics avec vous notamment, pour parler des sujets, et on prend le sujet, on le décortique, etc. On en fait l'historique, parce que le problème, c'est que les problèmes surgissent comme des puces de lit d'un vortex, d'un monde parallèle. Avant, tu sais, il y avait, ça a commencé là, ça arrivait là, et parce qu'on avait la prévisibilité d'un problème, on l'arrêtait à temps parce que justement, maintenant que ça sort de vortex, ça devient compliqué. Oui. Non, mais c'est sûr. Mais il devrait être mis en œuvre un débat thématique ou même pas thématique, que les gens puissent s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent et qu'on en fasse une vision politique. Or, ça n'existe ni au niveau local, ni au niveau national. Qu'est-ce qu'on a au niveau national dans notre parti? Qu'est-ce qu'on est capable de dire qui est différent de M. Macron ou de notre... Aujourd'hui, on ne propose pas quelque chose aux gens qui permettent de nous différencier, de dire ah ben oui, là il y a un souci, il y a un problème, ils ont pu le truc, on ne voit rien du tout. Donc on peut mourir à petit feu. Voilà. Alors, en croyant qu'on a raison. Oui, évidemment, merci, évidemment. Donc l'idée c'est maintenant que tu as du temps, enfin, tu me diras, tu avais peut-être projeté d'aller à la pêche, repeindre tes volets toi aussi, parce qu'après tout, etc. Quelles sont tes envies maintenant d'homme libre, si je veux dire, parce que justement, c'est maintenant qu'il faut te récupérer, tu es au meilleur de toi-même, tu as toute cette expérience, moi je t'ai connu à l'UDF déjà, t'es d'une droite qui n'est pas celle du RPR où moi j'étais quand on s'est croisés au tout début. Et déjà, est-ce que maintenant tu serais pas plus RPR? Enfin, je déconne un peu, tu vois, pour savoir, c'est entre le François que j'ai connu quand moi j'avais 18-20 ans, c'est là où on s'est croisés parce que je faisais déjà le même métier. Et le François de maintenant, comment tu as évolué toi sur ton regard sur la politique? Comment tu te définirais politique? Parce que tu es gaulliste comme tout le monde finalement maintenant. Chose que tu n'étais peut-être pas à l'IDF. Non, je vous pose. Moi en dehors de tout ça, je pense qu'il y a une large place pour les gens qui savent mettre en valeur les qualités des autres. Voilà. Et la politique, la forme politique, c'est de savoir d'accompagner les gens pour faire naître l'épanouissement et leur qualité. Voilà. Et que ces qualités, elles sont mises à disposition du collectif. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas ça, nulle part. Il y a une attente formidable des gens qui sont déboussolés, qui sont déroutés, parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un qui pas les prenne en charge dans le sens où on fait aujourd'hui à coût de centaines d'euros, pour le jour c'est l'essence, le lendemain c'est je ne sais quoi. Bon, bref, c'est pas ça qu'ils demandent les gens. Les gens, ils demandent qu'on leur apprenne, qu'on les aide à se former, à aller de l'avant. Et on ne le fait pas, il n'y a personne qui s'occupe de ça. En fait, ce qui était fait avant, parce qu'il y avait une compréhension on fait ça parce que on va obtenir tel résultat. Moi, je l'ai vu quand j'étais à l'école, que ce soit public ou privé d'ailleurs, parce que j'étais aussi à Saint-Louis-de-Gonzague.
À un moment donné, on voulait forger un citoyen. Maintenant, on est devenu consommateur. Et on sent que la tendance historique a été poussée à transformer l'humain en consommateur, mais du coup, l'humain n'est plus autonome. Oui. Il n'est plus autonome, il n'existe plus. Voilà. Il est, voilà, tout ça est renvoyé au, je ne sais où, enfin en tout cas, et moi je voudrais faire naître l'humanisme. Je voudrais faire renaître l'humanisme en politique que je ne vois nulle part. Et à partir de cet humanisme, on peut construire autour de valeurs quand même qui sont une base, on pourrait construire une société quand même autre que celle qui consiste à vivre chacun dans son coin, à essayer de profiter de ça ou de ça, et sans rien, jamais rien donner. Un rapport opportuniste aux autres. Voilà, sans jamais rien apporter à cette société, au collectif. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, parce que tôt ou tard, on ne peut pas vivre comme on vit individuellement, sans regard sur les autres, ça n'existe pas. Et tôt ou tard, ça finira par des révolutions, bon, j'en sais rien. Non, parce que l'organisation, là, c'est pas pareil. Des émeutes, oui, voilà. Plus que des révolutions, et on en a été témoin assez récemment. Et alors, parlant d'humanisme, je pense à quelqu'un qu'on a bien connu et beaucoup aimé et qu'on regrette, je pense à Henri Héritier, qui était vraiment l'incarnation de ça, et dans son vin et dans ses romans. Et je pensais, par exemple, à remettre en place des prix qui seraient un prétexte, un prix Henri Héritier pour la littérature humaniste par exemple. Je pensais à mon regretté mentor Jacques Héralt, dynamisateur culturel. Je pense aussi à Madramagne, parce qu'on n'est pas loin d'à 100 mètres du centre du monde. Voilà. Moi j'ai croisé des gens qui ne sont plus malheureusement, mais qui étaient l'incarnation de ce dont on vient de parler, de l'humanisme, dans des secteurs d'activité. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, justement, en travaillant avec Henri, qui est encore parmi nous et très vif, de reprendre le chemin de la reconstruction de l'humanisme, avec d'autres. Je pense aussi à un garçon comme Olivier Roucan qui est l'incarnation de ça. Je pense à mon ami Jérôme Poiretti qui tient les cinémas. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous qui sommes encore conscients d'une certaine idée de se remettre à travailler ensemble? Mais je pense qu'il est urgent de repenser la société comme autour de la philosophie des personnes que tu as évoquées, Henri Héritier, mais je pense aussi à Jean, bien sûr, avec qui je fais toujours philosophie. Il y a des gens qui... Il faut que... Il y a aussi le problème intellectuel. Tout ce qui est intellectuel aussi est totalement dénigré. Moi, je suis frappé par le fait que quand tu veux faire, par exemple, quand tu veux mener un projet, tout ce qui est intellectuel et qui n'est pas immédiat. Oui, parce que l'intellectuel ne peut pas être dans l'immédiat, à mon sens. Et donc là, si c'est pas immédiat, ça vaut rien. Et donc on a abandonné la réflexion, et il faut revenir à cette réflexion qui permet le débat. Je ne dis pas que dès qu'on a réfléchi, on doit non, on doit débattre. Et de ce débat, il se dégage comment dire, une colonne ou quelque chose qui permet aux gens de fonctionner ensemble. Mais on ne fait plus attention à ça, on est directement dans l'immédiat. Voilà, est-ce que tu peux avoir l'immédiat? Bon, alors, voilà, non, voilà, tu vaux rien si tu n'es pas dans l'immédiat. Si tu ne fais pas immédiatement le projet instantanément comme le Nesquik, ça vaut rien. Non, on doit discuter, on doit reprendre
le fil de la discussion, le fil intellectuel, et il faut arrêter de jeter aux orties tout ce qui est intellectuel, parce que c'est la base de la construction d'une société et de tout projet, même au niveau politique ou vision. On peut pas, on n'est pas tout seul à avoir une vision. On doit partager les choses, on doit les réfléchir. Je parle là de la politique, bon. Mais il n'y a pas d'espace pour ceux qui réfléchissent. Et il n'y a pas d'espace pour ceux qui pourraient apporter le projet et pourraient partager. Voilà. On ne fait plus rien tout seul. Or là, avec ces engins qu'on nous a mis dans les mains... C'est des outils, c'est ce qu'on en fait là aussi. Oui, mais sauf que voilà, il n'y a plus personne qui partage avec personne. Moi, je vois partager. Oui. Bon, partager quoi? Un morceau de pain voilà. avec du pâté. Alors là, il y avait partager si vous connaissez la 4L. Bon, premier. C'est la 4L, mais tout ça ne nous emmène pas très loin. Oui, bah ça dépend si on prend la 4L peut-être. Et que le moteur fonctionne, je veux dire. Voilà. Alors, tu as des projets donc Non, bon, là je suis toujours membre des HLM, je m'occupe de diverses petites choses, je peux m'occuper du millénaire du Vieux Saint-Jean et des 700 ans de la cathédrale. Parce que ça, je me suis toujours occupé de la rénovation de la cathédrale et du Vieux Saint-Jean et donc du patrimoine en général. Bon, voilà, j'ai quelques petites choses comme ça. Et puis après, j'ai envie effectivement d'écrire et j'ai envie d'écrire sans que me prendre pour je suis pas, mais raconter certaines expériences, certaines rencontres. Et puis, ce qui m'intéresserait, c'est justement de travailler sur un vrai projet politique pour ce département, pour malaxer, je dirais entre guillemets, dans le bon sens du terme, des idées et aboutir à ce qu'on donne une vraie vision au département. Il y a en tout cas participer. On n'a pas parlé du transfrontalier et voilà. de la Catalogne, oui. sur lequel tu as beaucoup travaillé sûr, aussi. Bon, je pense pas à l'hôpital. Non, et continuer à travailler là et justement avoir cette ouverture, ne pas... Oui, parce que là, si on considère les Pyrénées-Orientales, on est les confins. Oui, bon... Alors que c'est la porte d'entrée à... Mais... Oui, on a fermé pas mal de portes. Et puis maintenant, on est réduit à 4 passages d'autoroute. Bon. Voilà. Mais c'est pas ça. Il faut qu'on ait cet esprit d'échange et de conquête en Catalogne Sud, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a 1000 choses à faire qui peuvent apporter à notre territoire de Catalogne Nord un développement important. Moi, j'y crois toujours. J'y croirai jusqu'à la fin de ma vie parce que, bien sûr, il y a eu des événements en Catalogne. Oui, et c'est un peu, même là-bas, c'est bloqué. C'est bien sûr, la réflexion de l'indépendance, etc. Là, on les a calmés pour longtemps, apparemment. Oui, mais je connais les Catalans. Oui, mais j'espère. Il y a une renaissance. Voilà, la braise n'est pas morte. Voilà. Et la braise est incandescente et je la sens revenir. Et moi, tu sais, j'ai pris parti pour, même au Sénat et partout, puisqu'on avait fait le Oui, parce que la France, à l'époque, Macron avait besoin d'Espagne pour face à la politique du travailleur détaché, mais la France n'a jamais aimé les intentions souveraines. Parce que si après c'est l'accord, c'est quoi? Enfin voilà quoi. À Paris, on n'aime pas donner la moindre autonomie à aucun territoire. Voilà. Alors là, l'accord, c'est un... Alors le mot autonomie, il est pris dans le sens de se détacher de l'État. C'est pas la question. La question n'est pas de se détacher de l'État. La question est de donner plus de liberté sur place et d'avoir avec une relation avec les institutions sur place,
très proches. Alors maintenant, on a découpé les régions en 13 régions immenses. Donc maintenant, on ne sait même plus où on est. Oui, c'était voilà. déjà compliqué pour avoir accès au pouvoir en Languedoc-Roussillon. Maintenant, voilà, tout était loin. Et en plus pour avoir leur seule obsession, pour avoir des discussions, c'est est-ce que ça va me faire réélire? C'est toi aussi, ça t'est arrivé, mais il n'y avait pas que ça. Si tu veux, pour te connaître un peu, et où est-ce que ça va faire tomber le fascisme, à savoir Louis Alliot à Perpignan? Il y a la preuve que non. Non. Ils l'ont renforcé parce qu'ils ont dit c'est nous ou le fascisme. À la fin, le fascisme, entre guillemets, semble séduisant. Le problème, c'est que bon, nous, je crois que dans notre pays, bon, on a un fonctionnement dit démocratique, et on a autorisé des partis. Ou on les autorise ou on ne les autorise pas. Voilà. Mais à partir du moment où ils sont autorisés, voilà. Vous ne pouvez pas, tu sais, moi j'ai vu Madame Delga, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai plus grand respect. Le président de la région. De la région. Elle est arrivée le 11 novembre dernier à Perpignan pour déposer la gerbe. Elle est sortie de la voiture, se disant il ne fallait pas dire bonjour à personne. Et c'est la première personne qui a dit bonjour, c'est Louis Alliot, et c'est à la main. Voilà. Je veux dire, bon. Et c'était pas la poignée de main de Montoire entre Pétain et Hitler pour autant. Non, voilà. Donc il faut que les choses, à partir du moment où on a accepté ce parti. Oui, voilà, ça y est, il est illégal. La démocratie, il est légal. Ça pose un problème. Moi, je vais travailler dans un conseil scientifique mais si je le fais pas, le millénaire du Vieux Saint-Jean, moi je veux y participer, parce que c'est un des projets de ma vie. Que ce soit à la cathédrale, pareil. Donc voilà, pourquoi alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça devient compliqué. Ça devient trop compliqué. On travaille ensemble, mais on ne se parle pas. Voilà. On est comme des gosses avec les portables, comme tu disais ça. En fait, après tout le monde travaille quand même. Oui, non mais... moi j'ai vu des gens qui ont signé la pétition anti-Alliot au premier tour, qui maintenant ont des marchés avec Louis Alliot à titre privé dans le domaine de la culture, tu vois. Donc, voilà. Si vous splau. Voilà. Ben, on va te remercier. On va te dire, alors le prochain événement que j'aimerais organiser, c'est la même chose, à nouveau avec Henri Sicre et peut-être même avec un peu de chance, Olivier Routoukant pour co-animer. Et là, on parlera de territoire, Todd Blut, et justement, historiquement, quel est notre intérêt, et donner les clés de comment aboutir. Par exemple, moi, comme je t'avais déjà dit, pourquoi pas un CHU à l'hôpital de Perpignan? C'est ce que j'avais proposé, que Lauriane a proposé dans son programme, et qui est indispensable. Si on peut récupérer Jean-Paul Ortiz, qui est à la retraite lui aussi. Bien sûr. Un message, c'est pas facile. On me dit, c'est impossible. À Nîmes, il y a un CHU. Oui, mais c'est parce qu'ici, ils sont tout faits pour ne pas l'avoir. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais il faut se fixer des barres hautes. Si on se fixe des barres basses, bon, on les franchit, mais ça n'a pas d'intérêt. Là, il faut une barre haute pour qu'en même temps qu'il y aura le CHU, ça permettra de créer à l'université des formations médicales. Voilà, c'est ça. Et préserver l'université de Perpignan, qui, par rapport à sa taille, etc., est menacée par rapport à un système. Et lui donner encore plus un aspect transfrontalier pour la préserver, pour préserver son identité, et en même temps avoir ces formations pour avoir des médecins qui restent ici et qu'on pourra avoir dans nos villages. Absolument. Donc, pour éviter la désertification médicale. Mais c'est un projet d'ensemble. C'est une idée d'ensemble. Après, il faut faire des efforts.
Moi, j'ai pas eu l'hôpital transfrontalier en un jour. Ah bon? J'ai mis 10 ans pour le faire. T'as pas passé un coup de Et fil encore, voilà. et le lendemain, c'était bâti, voilà, comme les Chinois. Voilà, aujourd'hui, on doit réclamer ça. Tout le monde doit être uni derrière ça. Ça, c'est un objectif. Oui, voilà. Peut-être d'autres, on aurait pu parler sur. Même moi qui suis bolchevique, je suis prêt à parler avec toi pour que c'est lieu. Bien sûr, mais bien sûr, parce que c'est l'intérêt collectif. Mon Dieu, mais c'est étrange, c'est moi que vous avez en bouche, François. Voilà. François Calvé, merci, et à une prochaine émission avec Henri Sicre, voilà, qui te salue, parce que Bien sûr, moi aussi.